quoi tu penses? À rien. Ou plutôt à tellement que je serai jusqu'au soir pour mettre bout à bout des mots qui ne seraient encore que le pâle reflet de ma pensée. À quoi tu penses? Quelle invitation au mensonge. Ne pas prendre le risque de poser la question à quelqu'un dont on veut la complicité, parce que cette question est une clé qui ferme les portes au lieu de les ouvrir. Celui à qui est posée la question mesure, dans un éclair, toute l'immensité inexprimable. Au mieux, il cherche dans cet océan un petit îlot logique auquel il va pouvoir faire accoster la curiosité de celui qui pose la question. Au pire, il répondra « à rien » ou à tellement que je serai jusqu'à demain pour mettre bout à bout les mots qui, au fur et à mesure qu'ils s'ajouteront les uns aux autres, feront fuir la borne, la limite, l'horizon de l'insondable étendue de la pensée fugitive. Toute parole trahie parce que toute parole n'est qu'une approximation qui très vite se prend pour la pensée elle-même. Elle la recouvre, la masque grossièrement jusqu'à la faire disparaître. Structurer, c'est détruire. Parler, écrire, c'est déformer. À quoi tu penses? Et quand même arriverai-je au bout de 1000 pages, de 1000 paroles à répondre à la question? La pensée se déroberait toujours, car elle y aurait perdu son instantanéité et son incandescence. Qu'est-ce qu'un laborieux discours à côté de la seconde lumineuse? Les mains, elles sont deux, et il faut qu'elles soient deux, sinon elles s'ennuient, comme les tourterelles, les poissons rouges et les tortues. Enfant, assis à la table de la salle à manger, je mettais ma main droite et ma main gauche face à face. Et puis, comme lors des tournois du Moyen-Âge, élargissant la distance entre elles au plus loin que pouvait me permettre l'envergure de mes bras, je les faisais soudain charger l'une vers l'autre, puis s'étreindre en un combat. C'était le combat de deux monstres. Parce que c'est monstrueux des mains quand on les regarde, non pas comme des mains, mais comme des animaux. Les mains sont des appendices éloignés qui vont, viennent, s'affairent et qui en même temps font partie de mon dedans et de mon dehors. Elles sont les endroits de mon corps qui m'obéissent le plus aveuglément et en même temps elles prouvent leur autonomie. Je les retrouve au chaud dans mes poches sans m'être vraiment aperçu de leur disparition. Je surprends ma main gauche dans mes cheveux en train de redresser une mèche. La graphologie est l'analyse du caractère de ma main droite. Cela la rend intelligente et distinguée. Ma main gauche, dans le moment d'écriture, devient la main frustre. Elle repose de tout son poids sur la page du cahier afin qu'elle reste bien plate pendant que ma main droite écrit. Dans le noir, c'est elles qu'on envoie à tâtons chercher l'interrupteur. C'est elles qui doivent plonger dans l'eau entièrement nues pour dire au corps si elle est froide ou brûlante. Les mains sont affectueuses. Elles caressent souvent le visage. Elles le font d'ailleurs très pudiquement avec une assurance qui distrait de leur réelle sensualité. C'est ce qui fait qu'elles sont en première ligne dans les attouchements amoureux, plongées dans l'intimité du partenaire, tandis que les corps se tiennent encore à distance. Il n'y a pas de flirt pour la main. Les mains sont nobles, parce qu'en bon noble qui se respecte, elles peuvent ne rien faire et ne servir à rien. Elles peuvent être oisives, alors que les pieds s'épuisent à porter le corps.
enfermés dans leurs chaussures comme les galériens dans leurs cales humides et nauséabondes. Économie. C'est ce qu'on achète, ce qu'on vend, ce que l'on gagne, ce que l'on dépense. Et l'économie est la façon de s'occuper de tout ça. On s'initie tout petit à l'économie. Cela commence avec la pièce de 1 franc dans la poche. Tout ce que l'enfant peut acheter avec sa petite pièce de 1 franc, c'est déjà l'économie. C'est une terrible responsabilité d'échanger cette pièce qui permet d'acheter tellement d'objets contre un seul. L'enfant la réchauffe en la tenant dans la main pendant qu'il calcule à la devanture du confiseur tout ce qu'il peut acheter. 2 boules de chewing-gum plus un bâton de réglisse. Ou un roux-doudou tout seul. Pour 1 franc, il peut aussi avoir un sac de 10 billes en terre ou 3 billes en verre. Ou même un taille-crayon en forme de globe terrestre. Mais acheter un taille-crayon, même fantaisie, cela fait rager l'enfant. Normalement, ça doit être acheté par les parents. C'est une fourniture scolaire. L'argent de poche, cela doit être pour la fantaisie, le plaisir, la sucrerie. Puis vient le temps où l'argent dans la poche devient un plaisir à lui tout seul. Et le choix est alors entre le plaisir de garder l'argent et le plaisir de le dépenser. Ce choix chez certains peut devenir un jour impossible, parce que le plus important devient l'accumulation des pièces, puis des billets, puis des chiffres représentant les sommes d'argent que la banque détient pour eux. C'est difficile de savoir à quel moment dans une vie l'argent prend cette valeur pour lui-même. L'avare a définitivement choisi le camp du plaisir de posséder. Et le bas de laine aura la vie longue, car les louis d'or qui distendent les mailles de la chaussette ont une autre réalité qu'un numéro de compte anonyme avec des chiffres et des zéros. Ce n'est jamais pour des raisons de sécurité que l'on garde de l'argent chez soi, c'est pour ressentir concrètement le poids de sa fortune et jouir de son irradiation. L'enfant fait bien la différence entre le chèque et l'argent liquide. Le chèque, c'est le rapport à l'argent utile, fait pour acheter l'objet utile. Le liquide, le billet plié en 4 dans le porte-monnaie, l'argent lourd dans la poche, c'est le plaisir, pour acheter le plaisir. L'adulte perpétue ce rapport à l'argent. Le chèque sert à payer les factures, à acheter les vêtements, et le liquide tiré du distribank sert à payer le restaurant, un livre, un gâteau, une fantaisie. C'est quelquefois plus douloureux de payer un objet utile, nécessaire avec du liquide qu'avec un chèque. On a l'impression de payer plus cher l'objet. Il y a les marchés aux puces, où tous se retrouvent. Tous ceux qui ont en commun cette même éducation, l'économie. On n'y rencontre pas que des pauvres. On y rencontre aussi des riches, débarrassés de la nécessité de faire attention à l'argent. Ils sont là pour pratiquer la religion dans laquelle ils ont grandi. Les compagnons d'Emmaüs fonctionnent sur les 2 tableaux. Ils sont à la fois l'endroit où celui qui construit sa maison va trouver sa fenêtre bon marché, et à la fois l'endroit où les riches vont se frotter à la culture de la nécessité. Et ça fait une drôle de foule, c'est vrai, et c'est faux nécessiteux. Emmaüs, c'est le bidonville, le tiers-monde. On admire l'Africain qui n'hésite pas à faire plusieurs jours de marche pour aller acheter une mâchoire de frein de vélo. On est ébahi du soin qu'ont eu les compagnons d'Emmaüs à rassembler toutes les pièces inutiles d'un puzzle
dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Dans une allée, il n'y a que des tambours de machines à laver, de toutes sortes, de toutes tailles. C'est l'allée des vrais nécessiteux. Il y a donc dans la ville toute proche des gens qui réparent des machines à laver qui ont de tels tambours, de cet âge. Mon père, un matin, constata que la machine à laver fuyait. Il nous envoya acheter des chewing-gums à l'épicerie. On n'en avait jamais tant eu. Papa nous haranguait. Mastiquez, mastiquez. On en avait des crampes. Mon père récupérait la pâte malaxée et bouchait les trous de la cuve avec. Bien sûr, ça ne marcha pas. Il fut bien obligé d'acheter une machine neuve. Mais il avait essayé. Et nous avec lui. On avait sans s'en rendre compte apporté une pierre à l'autel de la religion économie. Maintenant, je me dis que s'il avait été un vrai nécessiteux, il aurait réparé sa machine. Parce qu'il aurait eu un voisin chaudronnier, qui aurait eu un frère travaillant dans une décharge, lequel aurait trouvé une cuve, et le voisin l'aurait aidé à la réparer. Il n'aurait pas eu à entendre le réparateur lui dire « Monsieur, ça ne se répare pas, il faut changer la machine. » Faut pas jouer aux pauvres quand on est un bourgeois. La porte. Moyen d'entrer et de sortir d'un lieu clos. La porte crée un dedans et un dehors. Mais il y a des portes qui ne s'ouvrent jamais. Il y avait au fond du jardin, chez moi, une porte en bois fermée à clé. Cette porte donnait chez le voisin. Jamais je ne l'ai vue ouverte. Un jour, j'allais chez le voisin. Ému, je m'approchais de la porte à l'envers. J'étais très près. Mon jardin, à moi, de l'autre côté, devint à son tour un lieu inaccessible. Le mystère était passé de l'autre côté. En allant dans le jardin du voisin, il n'était pas entré dans le paradis. Il était décidément de l'autre côté de la porte close. Et la seule aventure qu'il aurait fallu vivre, c'était l'ouverture de cette porte. Voir ces deux jardins enfin réunis. Franchir et refranchir cette frontière jusqu'à éprouver la sensation d'un côté et de l'autre. La porte est orientée. Généralement, elle s'ouvre vers le dedans. La porte appartient donc au dedans. Le volet qui s'ouvre à l'extérieur est presque un outil du jardin. Il appartient au dehors. Les portes battantes sont folles. Elles ont perdu leur orientation. Elles ne savent plus faire la distinction entre le dedans et le dehors. Les médecins, les avocats, les notaires, les cadres bureaucratiques, le clergé, qui font du respect leurs conditions de travail, développent le nombre des portes et leur rôle. Le bureau du proviseur du lycée Henri Poincaré de Nancy. On y accédait par une double porte. La première capitonnée s'ouvrait vers l'antichambre. La deuxième, en bois lourde, s'ouvrait vers le bureau. La secrétaire qui introduisait les visiteurs se livrait à une étrange contorsion, coinçant la première porte avec son pied et ses reins et se penchant en avant pour ouvrir la seconde. Toute autre circonstance l'aurait vue ridicule. Une fois refermée, l'intimité était si forte, le silence si pesant, encore accentué par le contraste avec le bruit du lycée, soudain effacé, que cela en était gênant. Je ressentais un malaise physique. Le proviseur assis dans son fauteuil avec son costume impeccable, c'était obscène. À cause de la porte, de la double porte. Le jour où j'ai eu un peu plus les moyens, un peu d'argent dépensé, je me suis aperçu qu'au lieu d'acheter un pantalon de qualité,
de bonne facture, dans un beau tissu, d'une bonne coupe. J'en achetais 2, là où j'en achetais 1 auparavant. Je continuais à acheter bon marché. J'avais inscrit dans ma tête le prix que j'étais prêt à payer un pantalon. Il n'était pas question pour moi de payer plus. Résultat, les pantalons s'accumulaient dans les placards et aucun ne m'allait vraiment. Cabane. Petite maison en planches que construisent les enfants. Les planches tiennent entre elles par de gros clous, par des cordes ou par leur propre poids. Certaines sont construites à même le sol, d'autres sont installées dans un arbre accueillant dont les branches, au-delà du tronc bien lisse, partent en étoiles. Mais s'il est accueillant, l'arbre doit être également hostile. Il faut que ce soit dur d'y monter, et quand on y est, confortable. La cabane des arbres, c'est la cabane des enfants chasseurs, guetteurs, guerriers. La cabane du sol, c'est celle des enfants paysans, artisans, commerçants. Dans les cabanes au sol, on vit penché, comme humble, à l'abri. Les planches sont jointes irrégulièrement et le dehors lumineux s'infiltre dans le dedans sombre. L'enfant y apprend la terre battue. À force d'entrer, de sortir, de tourner à l'intérieur pour s'y asseoir, s'y coucher, l'herbe se fane, puis meurt, puis disparaît. La terre se tasse et finit par être dure et lisse. Là, l'enfant attend l'orage pour entendre la pluie tomber, d'abord lourdement, puis vite sur les planches ou cartons qui font le toit. Le terrain est en légère pente et l'eau alentour finit par couler à l'intérieur de la cabane. Alors, l'enfant s'assoit sur ses mollets et regarde l'eau faire le tour de ses semelles. Dans un abri, on doit entendre les gouttes et sentir le courant d'air frais qui précède la pluie. Ne peut être considéré comme un abri une maison où il faut écouter la radio pour savoir le temps qu'il fait dehors. La fille fait la marchande dans la cabane. Elle y amène des petites boîtes en bois, de petites boîtes de conserve en fer blanc remplies de petits cailloux, de petits morceaux de bois et de petits morceaux de papier. Pour l'emballage, très important l'emballage. Des branches de noisetier font les baguettes de pain, des coquillages et du sable dans une bouteille, terre, eau, sable, morceaux de ciel à travers les fentes, feuilles mortes poussées par le vent, accumulées au fond de la cabane. On s'est trompé quand on disait que l'enfant construisait une maison en regardant les vraies maisons qu'il imitait avec les moyens du bord. L'habitat a changé, et les cabanes, elles, demeurent inchangées dans leur style, déterminées par le matériau et l'instinct. Bidonville sans misère, la cabane n'imite rien. Elle est la préhistoire de la maison de l'homme, celle qui précède toute architecture. Ces plans sont gravés dans l'inconscient. Dans sa villa conformiste, l'homme a sa cabane, c'est son garage, avec ses outils, ses bouts de planche qu'il garde pour rien, ses cartons, son fil de fer, ses étagères faites avec des briques et des vieux casiers à bouteilles. Mon père, dans la cave de notre maison, à peine éclairée par un fenestron au ras du trottoir, s'était aménagé un labyrinthe, fait de caisses entassées jusqu'au plafond. Quand on y entrait, il fallait avancer tout droit dans un espace large d'1 mètre, tourner à gauche, au bout de 2,50 m, puis avancer encore de 2 mètres, et puis de nouveau tourner à gauche.
Au bout du cul-de-sac, l'espace s'élargissait. Le mur de caisse était ouvert à mi-hauteur et prolongé d'une planche qui servait de table de bureau. À l'intérieur, une lampe, un calendrier et différents papiers que mon père voulait exposer à ses yeux en permanence. Devant, une chaise dont le canage était percé, avec un coussin pour boucher le trou. Autour, d'autres caisses plus petites, entassées les unes sur les autres, constituaient plein de petites niches dans lesquelles mon père mettait des livres, des revues, des cartes routières. Au fond de certaines, il avait punaisé des photos représentant ses grands-parents, une maison dans les Ardennes qu'il avait habitée quand il était enfant, un diplôme d'accessite de piano du conservatoire de Nancy. Dans d'autres, il y avait des objets, une statue en bronze, un morceau de marbre fondu, une pendule qui ne marchait plus, des outils. L'atmosphère avait fini par s'imprégner de l'odeur des cartons, du bois, du vernis, de la graisse des outils, du papier. Cela donnait un mélange humide qui imprégnait ses vêtements. Il y avait des clous plantés un peu partout. Mon père y pendait une casquette, une canne achetée à Metzeral dans les Vosges avec un Edelweiss gravé dessus, une ceinture, un imperméable. Quand je le voyais là-dedans, je pensais aux casemates des tranchées de la guerre 14-18, où les hommes avaient fini par s'installer comme des enfants, jouant à la guerre et à la terre. L'appétit disparaît si complètement au moment de la satiété que je me demande après comment j'ai fait pour avoir faim à ce point-là. Je suis étonné de penser que j'aurai de nouveau faim, que demain l'appétit reviendra aussi sûrement que la marée montante envahira la plage et viendra lécher la grève maintenant si loin de l'eau. Le désir de l'acte sexuel est aussi impérieux que l'appel de la nourriture. C'est terrible pour un homme. Cela le fait sortir tard le soir, rôder dans la rue à la recherche d'un corps complémentaire. Il l'oblige à accoster et à suivre cette femme dont le parfum trop fort suffirait à le faire fuir en d'autres moments. Il lui fait oublier le sordide de ce couloir, la tristesse de cette chambre vulgaire, l'amène à accepter ce qui en d'autres moments serait pour lui humiliation. La femme qui lui lave le sexe sous le robinet entrouvert. J'avais un copain qui classait les femmes en deux catégories. Les unes fréquentables, pour l'affectif, le sentiment, et puis celles qu'il appelait les trous. Cette classification lui permettait de justifier tout le baratin que l'homme personne fait à la femme personne pour que cette femme personne permette à l'homme bête de fourrer son truc dans son trou. On enlève les vêtements, la bouche remercie la peau de la femme personne, tandis que le truc s'impatiente à trouver le trou ouvert. On est parfois 4 dans l'étreinte. Les personnes s'embrassent en se félicitant de permettre à leur bête de forniquer sans réserve. Le bas-ventre, cul et sexe copulent, et les bouches s'effleurent avec gratitude. Dans ce moment, certaines bises en arrivent à être distinguées. Le désir sexuel va amener l'homme à cet acte incompréhensible vu de loin, vu du sentiment, vu de l'endroit où on est à l'abri du vent de l'attirance, le viol. Acte qui ne peut être qu'irrésistible. Et si le violeur tue sa victime, c'est qu'à l'instant de l'assouvissement, il est saisi de honte. Il mesure soudain dans sa chair les électrodes de la bestialité. Il sait qu'aucun mot ne pourra au fond ni expliquer ni justifier son acte. Il n'a même pas eu de plaisir. Cette femme qui pleure en rassemblant ses vêtements déchirés devient une personne à ses yeux réouverts.
victime parce qu'elle porte ce trou aimanté. Les glandes sébacées n'ont même pas eu le temps de sécréter leur suc lubrificateur, facilitateur de l'intromission. Les chairs sont déchirées. Le sexe de l'homme est turgescent, inflammé par cette charge piteuse. Et le violeur tuera sa victime parce qu'il ne veut pas l'entendre parler. Il ne veut pas l'entendre lui dire qu'elle n'est pas un animal. Dire aux autres, à tous les autres, que cet homme est l'esclave de son désir. Quelle violence, quel tellurisme dans le désir sexuel. L'homme tient sa vitalité de cette violence, à condition qu'il sache être l'ingénieur qui va l'utiliser, construire un barrage pour transformer ce torrent en retenue. L'envie, le désir, l'appétit sont des filins d'acier qui me tractent. Quand l'envie, le désir, l'appétit sont absents, je suis comme certains matins dans mon lit. Je ne sais pas ce qui va bien pouvoir me motiver pour en sortir. C'est peut-être l'appel téléphonique qui me raccorde à la vie et au désir de l'autre. C'est peut-être l'odeur du café ou tout bêtement le dégoût du lit, de sa tiédeur insistante. Le dégoût et le désir à l'envers. Le désir nous tire, le dégoût nous pousse. Chez les plantes, le désir de soleil les oriente vers lui. Je m'amuse à changer les pots de géranium de la direction de la fenêtre vers le mur pour les voir le lendemain se contorsionner et s'orienter de nouveau vers la fenêtre, infatigablement. Désir qui fait aller le voyageur vers cette lumière de l'ampoule qui brûle jour et nuit au-dessus de la porte de l'étable, encoconnée de toiles d'araignées et de moucherons morts. L'absence de désir, c'est la mort, la prostration. L'homme arrêté, immobile, malade, dit « Je n'ai envie de rien ». La nature elle-même obéit au désir. La marée, désir de lune. La gravitation universelle, désir des astres entre eux. L'assouvissement est toujours une pause. Il semble être l'essentiel, le but. Il n'est qu'une pause. C'est pour ça que c'est si chiant les vacances. Faute d'avoir pris le désir des vacances pour les vacances elles-mêmes. C'est le départ qui compte. C'est la voiture qu'on charge. L'expédition. L'autoroute la nuit. Le gobelet de soupe tiède du distributeur de la station-service. L'arrivée au petit matin, fatigué, les yeux secs. Le petit déjeuner au soleil qui nous assomme. On est comme dans un rêve. Et puis l'ennui commence, parce qu'on a décidé qu'on en prendrait au moins pour un mois. Seul recours à l'ennui, essayer de se consoler en allumant le désir des autres, ceux qui sont restés. On écrit des cartes postales, des dizaines de cartes postales, même à des gens qu'on ne voit jamais. Elles représentent des paysages merveilleux. Au dos, on écrit qu'on passe des vacances merveilleuses, que le temps est merveilleux. Les cartes postales mensonges concourent à entretenir le mythe des vacances. Il y a aussi les photos, pour emporter des confitures dont le goût sucré ravivera le désir au cœur de l'hiver. Dans la salle à manger éteinte, devant les diapositives, on aura envie de ce qui, dans le vrai, nous ennuya. Oubliez la chaleur torride et le sable qui pique les coups de soleil. Il reste les couleurs et la lumière. Heureusement, à la fin des vacances, il y a le désir de rentrer chez soi, le désir de retrouver sa maison, le désir de vin, de frites et de camembert quand j'étais en Amérique centrale où j'avais le foie retourné par l'obsédant écœurant goût des tortillas.
tortillas dont j'ai envie à présent. La famille, ce sont les femmes, les hommes, les enfants avec lesquels la nature a choisi de vous unir. Et vous êtes liés à eux par le lien du sang et de la ressemblance. À eux, dans mon cerveau correspond une enclave biologique et culturelle, une ancienne imprégnation du groupe primitif, une mémoire de la tribu. Le paysan du XVIIe siècle qui voulait voir son frère, sa mère, son cousin, son oncle, sa grand-mère, n'avait que quelques mètres à faire, quand ce n'était pas quelques marches d'un escalier à monter. Le lien était naturel, de proximité, et quand un de ses membres, émigrant ou soldat, quittait la famille, c'était comme une mort. Aujourd'hui, les liens se distendent. Pour voir mes frères, ma mère, je dois faire plus de 1000 kilomètres. Il faut créer des fêtes, des événements pour se rejoindre. Et la tribu réunie, on se dépêche de faire des photos. Les flashs, les déclics des appareils sous le nez des enfants volent soudain un sourire entre deux cousins qui ne se voient jamais. On photographie un monument historique, la famille. Elle se réduit aujourd'hui au couple et aux enfants. Et ce tête-à-tête, homme, femme, père, mère avec les enfants, tourne souvent au pugilat. Parce qu'on s'épuise à jouer à deux une pièce qui a été écrite avec plusieurs rôles et qui ne trouve son sens qu'avec tous ces personnages. Grand-mère, grand-père, tante, oncle, cousin. Il faut un tonton gentil auquel tous les enfants s'agrippent. Il faut l'oncle homme d'affaires qui, assis dans une chaise longue, son whisky à la main, dispense ses avis en conseiller éclairé. Notre oncle, homme d'affaires à nous, André, rassemblait autour de lui ceux de mes frères ou de mes cousins qui voulaient entrer dans les affaires. Près de lui se disposaient en cercle les parents qui aimaient parler d'économie, d'entreprise. Il faut les tantes gâteaux. Elles, au propre, elles en faisaient des gâteaux, qui donnaient un côté gourmand aux rassemblements familiaux. Et les gâteaux au chocolat truffés d'amandes, les cakes, les tartes, les choux à la crème, nous marquaient tant que la seule apparition de mes tantes suggérait pâtisserie. La chair de leurs bras, de leurs mains, de leurs joues était faite de farine et de lait. Dans le jardin, les hommes discutent. Dans la cuisine, les femmes discutent. Les enfants joueurs circulent des uns aux autres. Les enfants aideurs mettent le couvert, font le service. Les petits-enfants crient, courent. L'euphorie n'est pas seulement l'effet du nombre, des retrouvailles, mais tient à l'impression double de sécurité et d'autarcie qu'apporte la tribu. Les enfants d'un village africain, s'ils connaissent la faim, ne doivent pas connaître l'angoisse. Ils ne s'éloignent jamais de leurs parents. S'ils quittent l'un, ils s'approchent de l'autre. Partout la famille. Et s'ils courent dans les champs, ils finiront par croiser leur oncle qui revient vers le village, sa bêche sur l'épaule. Quand la fête était finie, ma famille éloignée repartait en ordre dispersé, selon les bouchons à éviter et les distances des villes à rejoindre. Comme on raccompagne successivement des délégations étrangères venues à une rencontre au sommet, on sortait tous dans la rue à chaque départ. On assistait au dernier tassement de bagages dans le coffre, au déploiement de la couverture sur les enfants encore en train de jouer sur le siège arrière.
L'oncle vérifiait une dernière fois la tension des tendeurs de la galerie, tâtait les poches de sa veste avant de se plier dans la voiture. Ma tante, la vitre descendue, attendait, le bras au dehors, le salut final. Jusqu'à ce que la voiture ait tourné la rue, on agitait le bras pour dire au revoir. On maintenait à bout de bras cette illusion fusionnelle de la tribu. Puis, on rejoignait silencieusement la maison. Mon père redevenait sévère. La tension entre mes frères réapparaissait. On allait manger les restes. On était triste. On aurait voulu toujours vivre comme ça avec tout le monde. Avec tout le monde, tout est fait. Comme en juin 54, quand il n'y avait plus d'eau à cause de la sécheresse. Avec mon oncle, on allait remplir des jerrycans d'eau chez les sœurs visitandines qui avaient une source dans leur couvent. Ce soir, je me suis fait la soupe du chien. C'était pour moi. Mais je me suis rendu compte que c'était une soupe de chien. J'ai découpé un morceau de baguette de pain sec en petits bouts et je les ai mis à tremper dans l'eau chaude. J'ai ajouté plein de choses qui me restaient, dont du poisson. J'ai coupé en tranches un oignon. J'ai rajouté de l'huile d'olive et un potage instantané chinois pour le goût. Je me suis bien rendu compte que j'avais envie dans un même plat d'avoir tout le liquide et le solide. Je me suis bien rendu compte que la soupe réconforte parce qu'elle te fait croire que tu ne manques de rien. Je me suis bien souvenu du bruit de bouche que mon grand-père faisait quand il mangeait la soupe. Il jouissait à chaque lampée. La soupe est populaire, même en dehors des asiles de nuit. Sur la map monde lumineuse en vert que ma grand-mère m'avait offerte, il y avait une partie du globe où l'on ne pouvait voir que de l'eau. Ça m'épatait cette rondeur bleue, ces milliards de mètres cubes d'eau qui tenaient suspendus dans le vide. Il y avait bien ces petites îles qui parsèment le Pacifique, mais elles m'apparaissaient comme des radeaux de sable et de cocotiers. Devant cette immensité, je me trouvais bien au chaud dans cette France serrée contre ses voisins d'Europe. Partir sur la mer, aller tout droit, étirer le voyage, et au bout de cette ligne droite, se rapprocher du départ. J'arriverai derrière l'endroit d'où j'étais parti, dans le dos de ceux qui, quelque temps auparavant, me disaient au revoir sur le quai en me voyant m'éloigner devant eux. Et dans un raccourcissement sidéral du temps, je leur taperai sur l'épaule. Je suis là, arrivé, et en même temps revenu, sans être jamais retourné en arrière. Certaines nuits, dans le silence de ma chambre, je rêve à l'estuaire, où l'eau douce se mélange à l'eau salée. J'aime bien les lignes de partage. La première fois que j'ai vu sur une borne ligne de partage des eaux, j'ai eu l'impression d'y lire une formule magique. Le peuple, c'est les gens ensemble. Pris individuellement, ils n'ont pas suffisamment d'intérêt. Il faut qu'ils s'ajoutent pour avoir un poids. C'est la foule. La masse, disent les politiques. On vous apprend que la foule est bête. C'est vrai que beaucoup de gens sont morts étouffés dans de grands rassemblements. Dans une maison du peuple, la chambre à coucher est glacée, parce que sans chauffage, pour faire des économies.
la poupée sur le couvre-lit de place, une poupée gagnée dans une fête foraine, placée au milieu du lit avec la robe en laine tricotée au crochet par la maîtresse de maison. Du lino par terre, parce que c'est pratique. Couleur voyante. Dans la cuisine, il y a la table en formica et les chaises qui vont avec. Chez nous, on en avait bien une dans la cuisine, parce que c'était pratique. Mais dans la maison du peuple, c'est pratique et beau. C'est vrai que pour les humbles, le pratique est beau. Chez les bourgeois, on trouve beau l'objet pratique quand il est vieux et inutilisable. Les anciens outils qu'on accroche au mur. En Auvergne, on se moquait des paysans qui troquaient leur vieille table en bois contre une table en formica. Mais eux aussi rigolaient. Et s'étonnaient qu'on ne leur demande pas en plus de l'argent. À force de voir ma mère faire la grimace chaque fois que l'on était mélangé au peuple, je faisais aussi la grimace, sans trop comprendre, sans doute pour avoir la complicité de ma mère. De grimace en grimace, je suis arrivé à faire mien ce dégoût, à l'appeler moi aussi vulgarité. Et ainsi, doucement, on se coupe du peuple. Et en se coupant du peuple, on se coupe de la vie. On ne va plus dans les fêtes votives parce qu'on a peur des gars pétés qui sifflent les filles, pissent sur les stands et s'approchent de vous menaçant, comme si l'instinct dans la lucidité de l'ivresse leur montrait soudain en nous l'ennemi de classe. Et les clochards qui boivent ont renoncé à être hostiles, car ils ont besoin qu'on leur foute la paix. Dans la rue, il ne faut pas agresser le bourgeois, sinon le bourgeois appelle la police. J'ai entendu un jour une bourgeoise dire à un clochard « Je vous donne cette pièce, mais attention, c'est pas pour boire. » Quelle conne. Est-ce qu'on leur dit à elles ce qu'il faut qu'elles en fassent de leur fric? Mais cette haine du peuple avait des exceptions bizarres. Les restaurants des routiers, par exemple. On s'y arrêtait pour manger. Il y avait du bruit, de la bouffe. Les gars se curaient les dents après la côtelette de porc. Les serveuses étaient girondes, il y avait des plaisanteries. Dans ces restaurants-là, il n'y avait pas de différence entre l'ambiance de la cuisine et celle de la salle. Sur les nappes en papier, on pouvait dessiner, y faire des taches, sans risquer d'être grondé. Quel pied! Pas besoin de se laver les mains. Les toilettes étaient tellement sales que mes parents ne nous y envoyaient jamais. Mon père aimait le peuple et ne le montrait pas. Je voyais bien qu'il adorait les films avec Gabin. Gabin, l'acteur qui joue le peuple. Il avait un oncle dans sa branche populaire, le frère de sa mère, qui avait été ouvrier. Il était pauvre, il louait une petite chambre d'immigrés dans les quartiers du centre. Il y avait un long couloir pour aller chez lui. Je ne trouvais jamais l'interrupteur et je marchais à tâtons dans le noir, lentement, jusqu'à sa porte. Il était souvent dans sa chambre où il se tenait en caleçon long, assis devant le chauffage au pétrole. C'est le premier homme dont j'avais vu le sexe, parce que le caleçon long, sans slip, c'est bien ouvert sur le devant. Il avait un triporteur Peugeot, avec lequel il partait chaque été pour un périple en France. Il dormait à la Belle Étoile, à côté de son engin, sous la bâche, la même bâche qu'il installait sur ses jambes, comme faisaient les cochers des fiacres pour se protéger de la pluie et de la boue. Sur la plateforme de son triporteur, il y avait un bidon d'essence et de l'eau, tout cela arrimé au châssis par un tendeur. Et dans une pétarade de fumée, il partait de chez nous, car il ne manquait jamais de venir nous dire au revoir. Et le nez au vent, droit sur sa selle, il partait pour son périple. Il était dans ce moment-là, pour moi, l'image de la liberté. J'oubliais sa solitude dans sa petite chambre lugubre, effacée par le voyage sur cet engin. Il allait faire les châteaux de la Loire. Il s'appelait Jean Lapier.
mensonge, c'est faire croire à des faits qui n'existent pas en les remplaçant par des mots. Et avec lui, on apprend la force des mots. Enfant, je trouvais ma condition sociale insuffisamment prestigieuse. Alors je m'inventais un grand-père général. Je m'inventais des voyages en Amérique. Je décrivais alors précisément les paysages avec ces petits détails qui ne sont pas sur les dépliants touristiques. Ces mensonges-là me plaisaient. Je m'étonnais tellement de ce que j'inventais que je finissais par y croire. Mes histoires étaient tellement vraisemblables, mes copains tellement ébahis, que j'en venais à me demander s'il ne s'agissait pas en fait de la réminiscence de vie antérieure ou de vie parallèle, si je considère que souvent les décors que j'inventais étaient contemporains. La voiture de mon oncle d'Amérique, Edmond, garagiste dans un petit village du Middle West, était une Plymouth rouge. Mon oncle avait accroché 2 vieux pneus sur le mur du fond de son garage parce que sa voiture rentrait tout juste. Pour fermer le portail, il fallait coincer la voiture contre le mur. J'avais fini par réaliser que ce recours au mensonge pour embellir ma réalité, en fait, la noircissait. Mes délires plaçaient ma vie rêvée et ma vie réelle à des années-lumière l'une de l'autre. Chaque pas vers un bonheur construit était rendu dérisoire par les enjambées de 7 lieues de mes mensonges. J'aurais aimé arriver à ne plus avoir besoin de m'inventer ce patrimoine imaginaire. Mais cet entraînement à l'invention pouvait être une forme de gymnastique mentale. Je faisais peut-être là mes études pour un métier de création. Le plan de l'architecte n'est-il pas mensonge? Le dessin ne fait-il pas croire à un bâtiment qui n'existe pas? Le plan de situation où l'on figure des immeubles en projet parmi des maisons déjà existantes du quartier ne ressemble-t-il pas au mensonge où l'on mêle des faits réels à des faits irréels, les uns se portant caution pour les autres? L'adulte est le spécialiste du mensonge par omission. C'est quoi ce mensonge-là? C'est celui qui consiste à s'arranger pour ne pas mentir tout en cachant la vérité. Il faut être malin parce qu'il faut savoir sortir au bon moment pour éviter de mentir. Ils avaient l'air heureux et j'étais jaloux. On enviait leurs enfants. Je suis toujours jaloux du peuple. Rester jaloux des gens qui peuvent rester debout au comptoir d'un bar, les pieds dans la sciure, des heures durant, à payer et à se faire payer des tournées. J'ai bien compris qu'ils reculaient le moment de rentrer chez eux. J'ai bien compris que la femme et les enfants attendaient à la maison. Mais je savais qu'ils auraient quand même le couvert mis et quelque chose de chaud à manger, et ils ne seraient pas culpabilisés de leur retard. Je suis jaloux de l'éboueur qui gare sa benne près du café et fourbu prend sa bière au comptoir tandis que les éclairs jaunes du phare tournant éclairent par intermittence l'intérieur du café. Tropisme. La force qui oriente la plante vers le soleil. L'image que nous proposent nos yeux ne nous montre pas ces forces qui dessinent pourtant des lignes partout autour de nous et dans nous. Elles griffent l'espace en tous sens. On ne les voit pas. On les sent avec ses épaules. Comme si le corps charpente, équipé de sa peau radar, était le seul à les percevoir. Tout espace est orienté. Et la boussole louchant sur le nord n'en est qu'un exemple physique, simple, presque anecdotique. Il y a des milliers de tropismes, et de toutes sortes. Le fait que dans un café, je me mette dos au mur, le corps ouvert sur la salle, bien dans l'axe de la porte, c'est un tropisme. Ce comportement s'explique de façon simple et archaïque,
Je surveille. Je guette la porte d'où peut surgir le danger. Dans la foule, je m'efforce toujours d'être loin du centre touffu. En tout cas, j'essaie toujours de repérer un point de fuite possible et proche. Sûrement, le guerrier chasseur en moi, à force de paix, a fini par se reconvertir en voyeur. Forme pacifique du guet. Souvenir. Îlot dans l'oubli. On sait bien que les îlots se rejoignent sous les flots et qu'aucune terre n'est coupée des autres. Je suis presque sûr que tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance est là, enregistré dans les particules aimantées des noyaux de mes neurones. Mais je sais que la plupart des accès à ces informations sont désaffectés. Cela s'appelle l'oubli. Mais de même qu'on fait et refait son jardin, on entretient son île souvenir. On y trace des allées, on y plante des fleurs, on laisse une partie envahie par les buissons. Je consacre une petite partie de ma vie à me fabriquer des souvenirs et la plus grande partie à les visiter, en les transformant. Je suis un peu comme ces veuves de guerre qui ont perdu un mari à 20 ans. Elles ont passé plus de temps à les visiter sur leur tombe qu'à vivre avec eux. J'imagine cet homme de 20 ans à côté de cette vieille enlevant de sa main fanée la feuille morte sur le marbre. Les amants nouent leur lien le jour et à la minute de leur rencontre. Moment extraordinaire, maintes et maintes fois évoqué, acte de naissance de leur amour. Avoir un souvenir commun, c'est posséder un îlot en indivision. La liaison est alors une lente distillation du souvenir commun des circonstances de la rencontre. Le café renversé sur une robe par un geste maladroit. L'onde de choc produite par cet événement va s'étendre à l'homme qui a renversé le café, à ses excuses, au sourire de la femme, à l'arrivée du garçon de café avec un torchon, à l'ambiance du bar et à l'intensité de la circulation à cette heure-là. Et comme toute onde, elle s'étend en cercle excentrique autour de l'épicentre. Elle va donc remonter dans le passé. Avant que le café soit renversé, la femme était sortie d'un cours d'anglais. Elle avait demandé à sa copine si elle voulait qu'elle l'attende pour rentrer ensemble. Celle-là avait répondu qu'elle devait passer encore à la bibliothèque. Alors celle-ci avait répondu qu'elle attendrait dans le café d'en face. Dans le café d'en face, il n'y avait pas de place. Si celle-ci changeait de café, celle-là ne la trouverait pas. Alors elle avait demandé à cet homme qui était seul à une table si elle pouvait s'asseoir à cette même table sur la chaise qui était restée libre. Il avait dit oui. Et abolition du temps, l'explosion de la rencontre comme la lumière des étoiles disparues nous apparaît aujourd'hui prendre sa mesure plusieurs années après. Dans la mémoire, inlassablement, le café retombe sur la robe, et en retombant, l'onde de choc s'étend chaque fois à plus d'objets, d'êtres et de circonstances, en amont et en aval. C'était un lundi. La plupart des magasins autour étaient fermés. Il y a des mains virtuoses, comme les mains des petites filles de l'école de tapis de Rabat. Le tapis semble croître de lui-même comme une plante, tellement sa progression semble peu dépendre des doigts des enfants qui virevoltent comme un essaim d'abeilles sur une tache de sucre. Quand je relis les cahiers que mon père m'obligeait à remplir tous les jours, où je consignais heure par heure ce qui m'arrivait, je suis d'abord frappé par leur inintérêt. Comment ne rien dire de sa vie intérieure tout en remplissant une page? Ou plutôt comment faire pour que mon père lise ce que je croyais qu'il attendait de moi? J'ai aidé maman, j'ai ratissé les cailloux devant la maison. Mon père avait organisé un système où son enfant aimé faisait un journal. Il était content, persuadé qu'il faisait la œuvre de père aimant.
C'était sûrement aussi pour lui une manière de connaître un peu de cette vie domestique qui échappe à un père qui travaille. Mais le résultat était un pensum stérile. Je faisais mon rapport douloureusement et je n'imaginais pas qu'il puisse en être autrement. Je n'étais pas en situation, comme on dit, de communiquer mes pensées intimes à mon père. D'ailleurs, il s'en rendit compte. Un jour, il marqua dans la marge: dis un peu plus ce que tu penses. On ne confie pas ses pensées à quelqu'un qui commence par vous corriger les fautes d'orthographe. Mais à côté de l'inintérêt de ces cahiers, je me souviens bien avoir eu à l'époque une belle conscience. Elle avait ses moments à elle, les moments d'ennui. Comme ce moment où, à 10 ans, le tronc appuyé sur le parapet du mur du fond du jardin, les jambes battant dans le vide, je ne me demandais pas encore ce que je pourrais bien faire de ma peau.